Et en fait, quand on est entrepreneur, malheureusement, et je vous le dis de la façon la plus directe et la plus franche possible, les mecs ont un avantage comparatif dans ce genre d'éducation. C'est pas pour rien qu'il y a un problème de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat a besoin d'à peu près, l'entrepreneuriat a besoin de brouillon, l'entrepreneuriat a besoin de ridicule, et l'entrepreneuriat a besoin de surtout pas être perfectionniste. Il n'existe aucun perfectionniste qui fait quelque chose dans l'entrepreneuriat qui fonctionne. D'ailleurs, vous pourriez vous dire, mais Steve Jobs, c'est le perfectionniste absolu. Ça, c'est du bullshit de storytelling. S'il y a bien un mec qui a lancé ce qu'il fallait lancer au moment où il fallait le lancer avec une énergie incroyable, c'est Steve Jobs. Regardez l'Apple I. C'est un ordinateur qui a été fabriqué en bois, avec des touches en bois, et Steve Jobs trouvait cet ordinateur magnifique. Ça, c'est des trucs de mec. C'est d'être tellement content de lui-même que de toute façon, tout se distord. Et en fait, souvent, ces histoires de première étape, et la raison pour laquelle ça angoisse tellement les gens, c'est tout simplement parce que les gens ont une projection artificielle de qu'est-ce que ça veut dire une première étape. Les gens imaginent que la première étape, c'est quelque chose de vachement réussi. Et d'ailleurs, la preuve, souvent quand les gens parlent de la création d'entreprise et qu'ils n'en ont pas vraiment fait, ça prend toujours de se lancer 6 mois, 1 an. On dirait que les gens font des films. Vous savez, on a de l'objet artistique en tête, donc on imagine un truc avec énormément de préparation, de brouillon, de draft, etc. Et un peu un moment de tada, etc. Alors le problème du tada, c'est qu'il repose sur 2 hypothèses fausses. L'hypothèse fausse numéro 1, c'est que vous soyez assez intelligent pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors qui que vous soyez, quel que soit votre niveau d'intelligence, personne n'est assez intelligent pour comprendre le réel. Le réel, c'est un truc d'une complexité. D'ailleurs, c'est un truc que les biologistes savent bien. Je trouve que la biologie, c'est le domaine de la science le plus déprimant du monde. Parce qu'à chaque fois que vous apprenez un truc et que vous avez l'impression d'avoir compris un truc, il y a un truc qui l'infirme. Par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple. Quand vous étiez à l'école, on vous avait appris que le patrimoine génétique qui était codé dans l'ADN et que les gènes faisaient un certain nombre de caractéristiques. Bon, bah après, il y a des mecs qui se sont rendus compte que c'était pas vrai. Qu'en fait, l'ADN code votre patrimoine génétique en fonction de s'il s'active ou pas avec l'environnement. Et ça s'appelle l'épigénétique. Et donc l'environnement a un impact sur votre ADN. Le même gène dans un environnement différent s'exprime d'une façon différente. Puis après, il y a un mec qui est venu et fait « Ouais, attendez les gars, pas si simple. Le même gène dans le même environnement, en fait, il peut s'exprimer différemment en fonction de sa position spatiale, de la façon dont il est torsadé. Ça s'appelle la spatiogénétique. Donc maintenant, il y a des gens qui analysent comment les gènes sont trucs. Puis après, il y a un mec qui est venu qui fait « Ouais, en fait, les gars, si ça se trouve, c'est pas causal. » Et donc maintenant, les mecs sont en train de se dire qu'en fait, on ne sait pas. Et ça, là, je viens de vous résumer 100 ans de biologie moléculaire depuis la découverte de l'ADN. C'est un enfer. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. À peu près à chaque fois que quelqu'un vous dit que quelque chose a marché, ou qu'il a une analyse rétrospective de pourquoi les choses ont fonctionné, c'est parce qu'il est con. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les gens qui pensent comprendre ce qui leur arrive dans un monde où il y a autant de causes, d'effets, de trucs, où il ne peut pas savoir si c'était de la chance, pas de la chance, du travail, pas du travail, de l'opportunité, pas de l'opportunité, dès que vous commencez à vraiment tirer les fils scientifiquement, etc., vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les entrepreneurs qui parlent de leur expérience et de leur background pour donner des conseils à d'autres entrepreneurs sont des dangers sur pattes. Parce que surtout les mecs qui ont réussi, ça s'appelle le biais du survivant, c'est qu'ils pensent que ce qu'il a fait, c'était la bonne chose à faire, la preuve, il est vivant. Alors qu'en fait, il est fort probable qu'il y a plein de choses dont il n'a pas la maîtrise et pas le contrôle. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les grandes préparations et les grands plans ne fonctionnent pas. C'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour faire un plan sur autant de temps. Et la deuxième raison pour laquelle le plan ne fonctionne pas, et qui est une raison un peu plus dure à comprendre quand on a été un bon élève à l'école notamment, c'est que tout le monde s'en fout. On a été éduqué toute notre enfance et toute notre adolescence, et souvent, quand on a fait une grande école, une première partie de sa vie de jeune homme ou de jeune fille la plus active, sur l'idée que quand on fait du travail, quelqu'un attend pour évaluer ce travail et vous donner un feedback positif ou négatif. Donc quand vous êtes à l'école, vous faites votre truc, vous faites votre carte, vous débordez pas, et quelqu'un vient vous donner un peu de dopamine
en vous disant c'est bien, elle est belle ta carte. Oussama, regarde sur Elodie. Je l'aime pas Elodie. Putain la pauvre, ça, si elle regarde cette vidéo. Pardon, j'aurais pas dû faire ça. Et donc, non, je me sens vraiment gêné là. Il faudra la couper ce moment. Et donc évidemment, quand vous êtes dans cette situation, vous avez toujours quelqu'un qui vous juge et quelqu'un qui a un intérêt profond à vous donner du feedback et de la gratification si vous avez joué dans les règles. Maintenant, imaginez un jeu dans lequel il n'y a pas de règles, il n'y a plus de règles. Vous pouvez jamais savoir si ce que vous faites est bien ou pas. Et en plus, en face, tout le monde s'en fout. Mais profondément. Et si vous vous regardez dans votre cœur, vous savez qu'en fait, vous vous en foutez. Regardez, vous êtes dans un environnement hyper bienveillant. Alice a essayé de créer des conditions où vous vous entraidez, où vous parlez des projets des uns et des autres, etc. Maintenant, on va parler entre nous. Il n'y a personne qui vous regarde, au fond de votre cœur. 80% des trucs que vous avez été pitchés ici, mais vous n'en avez rien à battre. Mais profondément. C'est-à-dire ça existe, ça n'existe pas, ça réussit, ça échoue, mais ça ne change rien à votre vie. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Et c'est normal, en fait. On n'a pas, tout le monde veut être dans l'amour des autres, dans le partage, etc. Et c'est bien, et il faut faire des efforts. C'est ce qui fait qu'on est un pays civilisé. Mais on a quand même une tendance naturelle, très très forte, à avoir beaucoup, beaucoup de mal à y consacrer. Donc imaginez les efforts dans un groupe comme celui-là qu'il faut faire, sélectionner des gens, les faire payer, les faire chanter un karaoké, leur donner des jolies fleurs, etc. Juste pour que pendant 5 minutes, cet instinct naturel du « je m'en fous des autres » se désactive et on passe dans un autre mode. Est-ce que vous croyez vraiment que votre projet, quand il sort de cette porte et qu'il va dans le vrai monde et dans la vie réelle, il y a la moindre de ces conditions pour vous aider? Absolument pas. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça demande de faire le moins de plans possible. Pourquoi ? Parce que plus vous investissez de temps, de préparation, de complexité dans votre projet, et plus il est probable que, comme vous vous trompez, parce que c'est la norme de se tromper, ça fasse très mal quand vous vous rendiez compte. Si vous passez 1 heure à faire quelque chose et qu'on vous dit que c'est nul, normalement, si vous n'êtes pas trop psycho, ça va, vous le refaites une 2e fois. Si vous passez 1 an de votre vie à préparer quelque chose, et vous faites tadam, et que tout le monde s'en fout, ça fait très très mal. Ça fait extrêmement mal. Et ça fait mal à un endroit en plus où on est très insécure. Parce que quand on fait quelque chose, on met ce qu'on a le moins l'habitude de faire, c'est-à-dire soi-même, nu, devant les autres, en public. C'est pour ça que tous les gens qui font quelque chose... par exemple, moi j'étais très triste dans la dernière saison de Game of Thrones. Les mecs, ils passent 6 mois à faire un film, ils dépensent des millions, ils travaillent très dur. Et puis les gens, ils sont là, ouais, non, mais alors moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Bah oui, connard. C'est exactement ce que les mecs se sont dit. Ils se sont dit, tiens, on va aller demander à Georges. C'est n'importe quoi. Et évidemment que c'est un réflexe naturel de juger le travail des autres sans aucune empathie. C'est normal. Je veux dire, personne, quand on voit le travail de quelqu'un, se dit, bon, le mec, il a dépensé 1 milliard pour ça. C'est chaud. C'est génial ton truc. Personne ne raisonne comme ça. Et pourquoi ? Parce que c'est le grand avantage de la consommation Internet. On est anonyme et on n'a pas de lien direct. Et donc on peut donner un feedback réel. On peut aller sur les forums et dire « Ah nanana, le roi de la nuit, en fait, s'est fait tuer par Arya, c'était décevant. » Ok, c'est génial. Et c'est pour ça qu'il y a des œuvres qui plaisent et il y a des... Spoiler, merde. Ça va, quoi. Ça fait 3 ans, là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal avec l'entrepreneuriat. C'est qu'ils pensent qu'ils vont éviter ce jugement, qu'ils vont éviter ce moment extrêmement dur de la mise à nu, en s'étant préparés, maquillés, parfumés, donner le meilleur d'eux-mêmes, pendant si longtemps que les gens se diront « Ah non, mais je ne peux pas lui donner un vrai feedback, je vais lui donner un faux feedback parce qu'il a fait des efforts. » Et ça, c'est un point hyper important à comprendre. L'entrepreneuriat ne valorise pas les efforts. L'univers ne valorise pas les efforts. Vous pouvez être le mec le plus sympa du monde, extraordinaire, au bon cœur, faire tout ce que vous voulez correctement, ne jamais parler plus haut que l'autre, et mourir d'une crise cardiaque dans votre sommeil. Ça existe. Il y a forcément des gens à qui des drames arrivent alors qu'ils n'ont rien demandé. À côté de ça, je connais des gens, ils sont alcooliques, drogués,
misogynes, hyper vieux, et ils ont une forme d'enfer. Et ils n'ont jamais regardé ce qu'ils mangeaient. L'univers est profondément injuste. C'est comme ça. La dernière fois, je regardais une émission aux États-Unis où une nana disait « Ouais, j'ai jamais fumé, j'ai un cancer des poumons ». Enfin, une émission très américaine. Et effectivement, en fait, ce genre de choses arrive. Et il y a des gens qui fument toute leur vie et qui n'ont jamais de cancer. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a des gens qui font n'importe quoi et réussissent. Il y a des gens qui font tout correctement, ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont portés par leur marché, il y a des gens qui vont contre leur marché. Et c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à être dans l'action. Alors, le passage le plus dur, c'est de passer de la réflexion à l'action. J'ai une technique très simple, qui fonctionne vraiment bien quand les gens la font, qui n'est pas facile à accepter, mais qui est d'une simplicité pratique, limpide, et qui va m'éviter de vous faire un arbre avec les milliers de cas possibles et inimaginables pour vous permettre de vous lancer. Vous devriez vous interdire de mettre plus d'une journée à lancer votre projet. Tout projet devrait être lancé en une journée. Il existe toujours une version une journée de n'importe quel projet. Toujours. Et aujourd'hui, je passe la journée avec vous. Vous avez des entretiens en individuel avec moi. On peut jouer à ce jeu. Je peux prendre n'importe lequel de vos projets et vous montrer la version une journée de votre projet. Qu'est-ce qui se passe si vous faites la version une journée de votre projet ? Eh bien, vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans la réflexion. Et si vous êtes dans l'action, vous allez être obligé de vous faire violence. Vous allez être obligé de vous mettre dans votre zone la plus inconfortable et d'avancer et de voir le résultat. Et vous ne pourrez pas vous raconter d'histoire. Parce que l'attente est dangereuse, non seulement parce qu'il y a de fortes chances que vous vous trompiez, mais surtout parce qu'elle vous empêche de faire face à la vérité du marché et au feedback de marché longtemps. Et ce temps-là, vous allez regretter de l'avoir perdu. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine extraordinaire où on apprend plein de choses à une condition, c'est qu'on fasse des choses. 80% des entrepreneurs français n'apprennent rien parce qu'ils foutent rien. C'est quoi l'histoire entrepreneuriale française typique ? C'est je signe une convention, je ne sais pas comment ça s'appelle, rupture conventionnelle, voilà. J'ai 18 mois devant moi, donc je passe 6 mois à networker. La vie est formidable, il y a tellement de meet-up à Paris. Puis c'est des mecs de The Family, ils ont 3 événements par semaine. Ensuite, pendant ces 6 mois, je me dis, je vais faire un truc, je vais faire un truc, je vais faire un truc. Au bout de 6 mois, bah quand même, ça fait chier de networker. Donc par ennui, on finit par avoir une idée. En général, on choisit son idée un peu comme si sur Tinder, quand on match avec quelqu'un, on était marié avec 2 enfants, immédiatement. Parce que les enfants apparaissent, boum. Ils ont 8 ans en plus, horrible. C'est même pas les années où on peut jouer avec eux comme des jouets, quoi. Tout de suite, les emmerde. Et donc ils prennent n'importe quelle idée et dès qu'ils ça match, ils s'engagent. Il faut savoir, les gens ne se rendent pas compte, une idée c'est 10 ans de commitment. 10 ans. Si ça marche, votre projet, c'est minimum 10 ans de votre vie. Est-ce que vraiment vous avez envie de passer 10 ans avec n'importe quelle idée ? Est-ce que les gens me font des trucs. Hier, j'avais un pitch, c'était des mecs qui me disaient « Ouais, c'est génial, on a une super idée, c'est qu'on crée un TPE pour que les gens tipent dans les restos, parce que les gens ont plus de cash pour tiper. » Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je les ai regardés, je leur ai dit « Les gars, est-ce que vraiment vous avez envie de passer les 10 ans de votre vie, là, qui viennent, à faire des tips dans les bars ?» Et les mecs disaient « Ouais, c'est génial et tout. » Et je me suis dit « Ouais, encore un mec qui se désillusionne. » C'est fou en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'influence du temps sur le temps. Vous ne pouvez pas passer 10 ans à faire un truc à la con. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est au bout d'un an, vous pétez un câble. Quand au bout d'un an, vous avez pitché 400 bars, le fait que pour tiper, il fallait un TPE spécial, etc. À mon avis, le 400e bar, vous lui mettez le feu. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Et les gens oublient l'importance de ça. Alors, évidemment, si vous vous dites « je lance quelque chose dans la journée », ça vous force aussi à comprendre que vous pouvez lancer sans produit. Et ça, c'est hyper important. Il faut avoir le feedback de marché sur ce que vous faites avant de le construire. Ça ne sert à rien de construire quelque chose dont tout le monde s'en fout. Alors habituellement, à The Family, on appelle ça le fake it until make it. Les gens retiennent surtout le fake it. C'est le problème des leçons que vous donnez. Vous savez, les gens ils prennent la version la plus facile. Mais ce qui est important dans le fake it until make it, c'est until make it.
C'est que justement, le fait de fabriquer, ça coûte tellement cher qu'il faut voir la réaction des gens directement. Il faut voir si les gens ont envie d'acheter votre produit. Et il n'existe aucune boîte, Facebook inclus, qui n'est pas possible d'avoir une version une journée. Tiens, on va jouer à ce jeu ensemble. Alors, on va prendre des grandes boîtes qu'on connaît tous et on va imaginer quelle était leur version en une journée. Vous êtes Facebook. À quoi ça ressemble Facebook en une journée? Comment? Ouais, WhatsApp, c'est un peu compliqué. Les gars, un chat, ça se programme pas en une journée. Mais un Skyblog, c'est un vrai produit. Non. Merci. Ça s'appelle Facebook, les gars. Facebook, c'est un annuaire papier. Et on aurait pu très bien faire une version pour tester si les gens avaient envie d'être dans un annuaire papier avec des infos différentes. Vous n'avez pas besoin de créer un site internet. Vous pouvez faire une feuille Excel. Prenons Booking.com. Booking.com. Qui voit la version en une journée de Booking.com? Exactement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont lancés. C'était une page. Amazon.com. C'est quoi la première version d'Amazon.com? Ouais, c'est une librairie, mais avant d'être une librairie, c'était quoi? C'était une simple page web avec tous les livres du catalogue du père de Bezos, classés de A à Z, sur une seule page. Et pour trouver quelque chose dedans, il fallait faire CTRL F. Ça, c'est la première version d'Amazon. Vous savez combien il a vendu de livres? Premier jour? Il en a vendu 20. Vous imaginez l'enthousiasme qu'il a eu? Évidemment qu'il a cru qu'il allait devenir milliardaire. 20 livres dans une journée. Mais vous voyez la différence? Imaginez, regardez. C'est un cas qui me fascine, moi, Amazon. Vous êtes Jeff Bezos, vous travaillez en banque. Vous êtes dans un hedge fund, vous êtes marié à votre VP, vous êtes un couple qui gagnait, je pense, ça doit être quoi? On doit gagner 1,5 million par an à deux quand on travaille dans un hedge fund comme ça. Vous avez 28 ans. Et vous êtes chez votre père, et votre père veut vendre ses livres. Vous dites, tiens, je vais faire une page web, je vais mettre tous les livres dessus. Vous mettez tous les livres dessus, vous allez sur yahoo.com, vous inscrivez votre site, et le lendemain, vous vendez 20 livres. Mais vous dites, il y a un truc de ouf. Et donc le lendemain, vous vous dites, est-ce que je peux en vendre 40? Maintenant, imaginez que vous êtes Jeff Bezos, vous démissionnez, vous passez 6 mois de votre vie à faire une étude de marché sur le librairie en ligne, vous payez 4 devs pour faire un site internet qui ne marche pas, parce que de toute façon, 4 devs pour travailler pour un type comme ça qui n'a rien, c'est forcément des blaireaux. Donc vous faites votre site, vous faites votre design, votre machin, votre logo, votre truc, et là vous lancez, vous faites tada, et vous vendez 20 livres. Vous êtes en dépression nerveuse. Vous avez vu la différence? C'est exactement la même traction de lancement. Mais évidemment que le ratio d'investissement sur coût, c'est la chose la plus importante. Il faut limiter votre investissement, il faut maximiser vos gains. Et des gains qui ont l'air impressionnants en relatif sont des gains enthousiasmants. Tous les progrès que vous pouvez faire au début où vous vendez 20 livres dans la première journée, c'est quelque chose qui crée une vraie adrénaline positive. Si vous vendez 20 livres après 6 mois, c'est déprimant. Mais tout le monde ne vend que 20 livres après 6 mois parce que personne n'est au courant. Ça prend du temps pour que quelque chose soit connu. Même quelque chose de bien dont les gens veulent, ça prend du temps. Et même si on n'est plus en 1992 et qu'on a Instagram et Twitter, etc., et que la viralité n'a jamais été aussi rapide, il n'empêche, ça prend quand même du temps. Et donc les progrès relatifs sont beaucoup plus importants que les plans dans l'absolu. Alors la règle de la journée, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une semaine à une journée, puis ensuite vous faites une semaine à 2 jours, puis une semaine à 3 jours, puis une semaine à 4 jours, une semaine à 5 jours, puis une semaine à une semaine, puis une semaine à 2 semaines, puis une semaine à un mois. Et comme ça, petit à petit, vous faites des choses de plus en plus élaborées. Au début, vous ne faites que des choses dont l'investissement est une journée, pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous commencez à faire 2 jours. Et petit à petit, vous montez le risque que vous prenez. Et à un moment donné, vous ferez des choses qui prennent une semaine et des choses qui prennent un mois. Je pense que le mois, c'est pendant très longtemps l'horizon maximum temporel que vous devriez avoir. Donc tous les gens là qui veulent se lancer dans 6 mois, déjà, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi les gens adorent 6 mois. Je crois que c'est encore un impact de l'école, ça.
J'ai remarqué que les entrepreneurs avaient toujours des plans à 6 mois. Le semestre, ça a l'air de bien sonner. On est en septembre jusqu'en janvier. Mais c'est de la merde. C'est profondément de la merde. En 6 mois, vous construisez des machines. Il y a une page internet qui me fascine. C'est un mec qui a listé le temps qu'il a fallu pour construire tous les grands trucs dans l'humanité. Genre combien de temps il a fallu pour aller sur la Lune, combien de temps il a fallu pour construire la muraille de Chine, combien de temps il a fallu pour faire la tour Eiffel. Tiens, est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour construire la tour Eiffel? Comment? Ouais, c'est 2 ans. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Les mecs ont construit la tour Eiffel en 2 ans. Ouais, là, les Chinois, ils ont fait un hôpital en 8 jours. Ils ont dit, ah, tour Eiffel, non. Le TGV, la première version du TGV, combien de temps? Entre l'idée et le TGV sur les rails qui roule à 300 km/h. Comment? 1 an, bah, toi, quand même. Les gens n'arrivent pas à lancer une box en 1 an et tu veux qu'on fasse un TGV en 1 an? Comment? Non, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, c'est rapide, c'est un train à grande vitesse, quoi. Y a des trucs comme ça. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous montre que le rapport au temps n'est qu'une question d'intensité. Et ça, c'est mon deuxième conseil à vous toutes. C'est que vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous n'êtes pas intense. L'intensité, c'est le critère numéro 1 de l'entrepreneuriat. Si vous faites passer votre temps, vous allez le regretter. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des gens, mais il y a une chose qui ne se remplace pas si vous la perdez, c'est l'argent, c'est le temps. Lapsus. Le temps, c'est vraiment la seule commodité dont la perte est permanente. Vous ne pouvez pas remplacer le temps perdu. Et il n'y a rien de plus frustrant que passer sa vie à être entrepreneur et ne rien apprendre. Donc je disais, vous passez 6 mois à aller à des meet-up. Ensuite, pendant 6 mois, vous travaillez sur un business plan. Puis ensuite, 4 mois à vous rendre compte que tout le monde s'en fout. En général, c'est le moment où vous dites, je vais lever des fonds parce que vous n'avez plus de chômage. Ce qui est évidemment ce que les investisseurs attendent. Tous les investisseurs du monde disent, moi, mon rêve, c'est de donner de l'argent à un mec qui n'a plus son chômage. Comme ça, il peut continuer à glander avec mon argent au lieu de mes impôts. C'est vraiment le rêve absolu de tous les investisseurs sur Terre. Non, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent à The Family nous expliquer que leur convention, rupture, machin, je sais pas quoi là, est finie et que donc ils doivent lever des fonds. Et tu te dis, mais t'as rien fait en 18 mois, pourquoi tu ferais quelque chose avec 18 mois de plus? Et 18 mois, c'est très très long. Hein. C'est presque une tour Eiffel, 18 mois. Je veux dire, si des mecs arrivent à construire une tour Eiffel en 24 mois et qu'en 18 mois, vous n'avez rien à montrer, il est fort probable que personne ne vous fasse confiance. Enfin, ou du moins personne de sain d'esprit. Et c'est normal, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait ce process? En général, vous allez retrouver un boulot dans un grand groupe ou un truc. Et vous expliquez à tout le monde que vous avez une expérience hyper enrichissante d'être entrepreneur, que ça a échoué et que vraiment, vous avez appris plein de choses. Alors, cet entrepreneuriat, le tourisme, la vérité, c'est qu'il est profondément dépressif. Personne ne peut avoir un échec de ce genre-là et aller bien. Personne. Vous ne pouvez pas vous dire que vous avez passé 18 mois de votre vie à ne rien faire et à la fin vous dire c'était génial. Et c'est profondément perturbant parce qu'en plus, c'est un mensonge entretenu. Parce que comme vous êtes obligé de raconter à tout le monde que c'était génial comme expérience, c'est le début de la dépression. Vous savez, la dépression, ça tient beaucoup au fait que ce que vous vous racontez à vous est très différent de ce que vous racontez aux autres. Et plus l'écart y grandit, et plus la dépression est violente. Parce qu'à un moment ou un autre, vous vous prenez la réalité dans la gueule. Donc, si vous voulez mon conseil, la meilleure façon de vraiment apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses intensément. Personne n'a jamais regretté un vrai échec. Personne. Les échecs où vous avez fait des choses, vous avez pris des risques, vous avez eu de l'adrénaline, votre cœur il a battu, et à la fin il n'y a rien eu, ça, c'est des expériences de vie dont on se souvient tous. Toutes les fois de ma vie, moi, où j'ai fait des trucs complètement dingues et à la fin ça n'a pas marché, c'est des souvenirs aussi joyeux que toutes les fois, voire plus joyeux, que toutes les fois où vous faites des trucs de dingue et ça marche. Parce que souvent quand ça marche, ça a un goût un peu... Vous dites, ah ouais, mais en fait, tout ça pour ça. Bon.
Le succès est une drogue à beaucoup plus court terme que l'échec. L'échec, ça peut vous donner une leçon très longtemps. Le succès, en général, au bout de 3 mois, vous dites ouais, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? La descente, elle est beaucoup plus rapide dans le succès. Donc, prenez ce conseil vraiment à cœur. Essayez de faire des choses et essayez de les faire le plus intensément possible. Perdez pas votre temps avec la vie des autres. Et ça, c'est le dernier point que j'ai envie d'aborder sur l'entrepreneuriat féminin. Il y a un truc assez perturbant chez les femmes entrepreneurs à The Family, qui est pour le coup assez spécifique. C'est qu'en général, les femmes ont en moyenne plus d'advisors que les hommes. Alors, il y a 2 explications très simples à ça. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont du temps libre et qui ont que ça à foutre d'être advisors de meufs qui sont entrepreneurs. Et ça, vous vous rendez pas compte à quel point c'est terrible pour vous, parce que ils racontent n'importe quoi. En plus, c'est des hommes qui essaient de vous impressionner. Alors, un homme qui essaie de vous impressionner, dans le genre mauvais prof, vous pouvez pas faire mieux, quoi. Ils ont du temps libre et ils essaient de vous impressionner. Alors là, vous êtes sûr que vous êtes foutu. Et en plus, il est fort probable que vos 10, 15, 20 advisors, ce qui est assez courant, hein, 10, 15, 20 advisors dans l'entrepreneuriat féminin, disent des choses contraires les uns aux autres et qu'à la fin, vous deveniez fou. Vous vous dites, ok, je sais plus qui écouter, je sais plus quoi écouter. Et ça donne des situations où vous perdez de vue le cap et vous comprenez plus ce que vous faites. Alors l'isolement, ça marche très bien dans l'entrepreneuriat. Le fait d'écouter personne, c'est très très fort. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont experts et qui peuvent vous donner des avis utiles. Mais en général, c'est rare qu'ils aient quelque chose d'autre qu'un point technique à vous faire. Le trip du mentor qui se prend pour votre psy et que vous voyez toutes les semaines pour vous rassurer, ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat. Dans ce cas-là, prenez un vrai psy à la rigueur et travaillez sur d'autres sujets que votre business. Mais vous ne pouvez pas mettre le succès de votre entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que comme je vous l'ai dit au début, la réalité est complexe. C'est très compliqué de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme la réalité est complexe, vous devez absolument être propriétaire à 100% de toutes vos décisions. Si vous n'êtes pas propriétaire à 100% de vos décisions, vous allez passer votre temps à vous dire que quelque chose a marché ou pas marché à cause de quelque chose d'autre. Si vous allez voir quelqu'un, par exemple moi, et je vous donne un conseil que vous ne comprenez pas, et que vous l'appliquez, vous allez vous dire que ça n'a pas marché parce que j'ai eu tort, pas parce que vous êtes nul. C'est naturel. Le problème, c'est que vous avez besoin de vous enlever toute opportunité d'excuse. Or, il y a une façon très simple de faire ça, c'est de posséder à 100% ses décisions. Et la meilleure façon de posséder à 100% ses décisions, c'est de les prendre tout seul comme un grand. En plus, il y a un tableau blanc ici. Il y a un tableau blanc. Ouais, Léa, tu peux me chercher ça. En plus, la vitesse de décision est beaucoup plus importante que la qualité de décision. Alors, on va attendre le tableau. On va faire un peu de maths. Vous allez voir, c'est un des trucs qui me plaît le plus. C'est une des démonstrations qui me plaît le plus parce qu'elle est hyper contre-intuitive. Très peu d'entrepreneurs à The Family qui l'appliquent, mais pourtant, elle est très très puissante. Le teasing est un peu long. Vous avez des questions? Des sujets? Ouais. Non. 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 Ouais. Il faut? Et il faut quoi? Non, je viens de dire qu'il fallait écouter personne. Non, vraiment. Non, mais études. Non, il n'y a pas. Ah, putain. Non. Il n'y a pas de juste milieu. Qui? C'est qui le confrère que je le vire? Non, alors attention, ça c'est. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, tu parles à tes clients. Et tu essaies de comprendre intimement tes clients. Mais ça, c'est pas une étude de marché. C'est justement d'être dans une itération la plus continue et la plus constante possible avec tes clients. C'est pas la même chose que de dire, je vais prendre un focus group de 10 personnes
et je vais leur demander ce que je devrais faire. Il y a une différence entre observer les gens et écouter les gens. Et je pense qu'il n'y a rien de plus terrible qu'écouter les gens. D'abord parce que tout le monde ment, et en plus tout le monde s'en fout. C'est incroyable à quel point c'est facile de mentir à quelqu'un sur son projet, juste pour lui faire plaisir. Moi je le fais tout le temps. Il y a tout le temps les gens qui viennent me voir et ils me disent « Ah c'est bien », je dis « Ouais c'est génial, qu'est-ce que j'en sais ?» En plus quand tu es dans ma position, les gens croient que tu es un oracle. Alors, ils disent « Ouais, tu dois savoir les tendances ». Mais quelles tendances, frère? Si je savais les tendances, je serais plus riche. Enfin, qu'est-ce qu'ils imaginent, les gens, en fait? Que le matin, je me lève, j'ai une boule et je fais « Ah, aujourd'hui, on va faire de la blockchain ». Malade, les gens. On va prendre 2 personnes. On va prendre Mrs. L et Mrs. K. Alors, Mrs. L, elle est super smart. Ok, donc elle a un taux de fiabilité de 90%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prend une décision, 9 fois sur 10, elle prend la bonne décision. Ok. Ensuite, il y a Mrs. K. Alors Mrs. K n'est pas très smart. Franchement, elle lancerait une pièce, ça marcherait mieux que quand elle réfléchit. Et à chaque fois qu'elle prend une décision, il y a 9 chances sur 10 qu'elle se trompe. Ok. Maintenant, le problème de Mrs. L, c'est que son intelligence a besoin d'informations. Et l'information, ça prend du temps. C'est-à-dire que Mrs. L, elle ne sait pas prendre de décision, allez, on va dire, pour être sympa, en moins d'1 semaine. Ok? Alors, à l'inverse, Mrs. K, elle n'a aucun problème à prendre ses décisions, de toute façon, elle ne comprend rien. Et donc, elle prend ses décisions hyper rapidement. Et en général, ces décisions, elle les prend en, on va dire en une demi-journée. Ok? Parce qu'elle est quand même pas si rapide que ça, elle est un peu bête. Alors, imaginons 2 courbes. On va jouer à un jeu. Vous avez le droit de tirer le dé. Et ce dé est gagnant. Donc c'est un dé de 10. Pour que Mrs. L gagne, elle doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour que elle gagne, elle doit juste faire 1. Ok? Et maintenant, on va imaginer qu'on fait un tirage infini de dés. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Mrs. L, elle a le droit de tirer toutes les semaines. Et toutes les semaines, elle a 9 chances sur 10 d'avoir eu raison. Donc elle va avoir une courbe d'apprentissage et de succès qui ressemble à ça. Ok? À l'inverse, notre Mrs. K, elle a des incréments beaucoup plus petits. Et donc sa courbe, elle va ressembler à ça. Et vous voyez cet écart entre les deux, c'est que même si vous avez une chance sur 10 d'avoir raison, mais que vous le faites plus de 10 fois plus vite, ça vaut mieux qu'avoir 9 chances sur 10 d'avoir raison en 10 fois moins de temps. Et quand vous tirez les 2 courbes à l'infini, eh ben les deux font de plus en plus d'écart. Et notre Mrs. L, elle fait faillite. Parce que dans l'entrepreneuriat, le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et alors, vous pouvez faire ce tirage. Alors, évidemment, il existe un truc marrant, c'est que si vous complexifiez cette démonstration, il y a 2 phénomènes endogènes qui se passent. Phénomène endogène numéro 1, c'est que Mrs. K a forcément un taux de fiabilité qui monte. Ça s'appelle l'expérience. Imaginons que vous fassiez quelque chose très mal. Couper des tomates. Ok? Vous êtes vraiment pas doué à couper des tomates. Vous coupez les doigts 1 fois sur 2, elles sont dégueulasses vos tomates, etc. Et on vous enferme dans une pièce où si vous ne coupez pas de tomates, on vous fouette. Expérience tout à fait sympa. Ça donne des idées. À combien de temps il vous faudra pour devenir le meilleur coupeur de tomates du monde? Pas forcément très rapidement, vous n'êtes peut-être pas doué. Mais votre delta
monte forcément. Puisqu'il n'y a rien qu'on fasse rapidement et de façon répétée qui ne fait pas qu'on s'améliore. Et donc non seulement en fait, cette courbe elle grandit simplement sur la différence de delta à cause de t, mais en plus ce taux f de fiabilité, il monte, il monte. Et donc même si vous êtes très mauvais et que tous les ans vous gagnez qu'1%, et bien ce pourcent il compound exponentiellement. C'est pour ça que prendre une décision rapidement a beaucoup plus de vertu que prendre la bonne. Alors, c'est vrai, dans la limite d'une hypothèse cachée, c'est que vous avez tout à gagner et rien à perdre, qui est la structure de toutes les startups. Et c'est pour ça que toutes les Mrs. K du monde, quand elles dirigent des grands groupes, elles font faillite. Parce que si vous avez beaucoup de capital et pas beaucoup d'opportunités, c'est l'inverse qu'il faut. Vous avez tout à perdre, pas grand-chose à gagner. Donc dans ce cas-là, prendre très longtemps à décider quelque chose, ça vaut le coup. Et c'est la différence de nature entre les startups et les entreprises. C'est que quand vous êtes une startup, vous êtes à zéro. Si vous vous trompez, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes déjà à zéro. Si vous dites que vous êtes déjà en faillite, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Vous pouvez que monter. Alors que si vous avez, je sais pas, beaucoup d'argent, une grande entreprise, etc., effectivement, c'est le moment de réfléchir. Mais c'est des problèmes de riches. Pour l'instant, vous avez des problèmes de pauvres. Les problèmes de pauvres, ça se résout par la vélocité. Cette histoire de vitesse, elle est hyper importante. Parce que si un jour vous avez une startup à succès, la première chose qui est impactée dans n'importe quelle startup, c'est la vélocité. Parce que plus on est nombreux et plus c'est dur d'être rapide. Et la raison pour laquelle les startups meurent, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à maintenir cette vélocité. Et elles meurent avant d'être vraiment très riches. Et l'histoire de la vélocité, c'est l'histoire des startups. Une startup, c'est un sujet d'avoir des cycles de plus en plus courts. Mais avant même d'être dans ces problèmes de croissance, à votre échelle individuelle quand vous démarrez, tout, votre savoir, votre bonheur, votre capacité à apprendre, votre capacité à devenir meilleur et votre capacité à faire des choses correctement dépend de votre vélocité et de votre intensité. Plus vous allez vite et plus vous allez apprendre. Plus vous allez lentement, plus ça va mal se passer. Please. En général, on ne le fait pas, on se fait virer avant. À moi, il y a des grands contre-exemples, mais l'un des rares contre-exemples que je connais, c'est Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. Franchement, ces deux-là, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais bon, tu vois, c'est des exceptions tellement rares. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que il y a un moment, tu sors de la machine. D'ailleurs, quand je dis tu te fais virer ou tu te vires toi-même, il y a énormément d'entrepreneurs qui passaient un certain stade n'ont plus d'adrénaline et ils se rendent compte qu'ils sont dangereux, que leur addiction est dangereuse pour leur boîte et ils nomment un directeur général et ils partent ailleurs, quoi. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est quand même... Puis c'est des trucs de nature. Enfin, on parle de gens... C'est un des gros problèmes quand tu prends des leçons auprès de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de ce monde, c'est que c'est quand même des outliers, c'est des gens qui sont en dehors de toutes les règles. Je regardais une interview récemment de Jeff Bezos où il expliquait, ça m'a trop fait rire, parce que le journaliste lui dit alors, vous travaillez combien d'heures par semaine? Il dit, je sais pas, en général j'arrive au bureau à 14h puis je repars à 18 quoi. Donc puis je fais du lundi au vendredi, ouais, je dois faire 20 heures par semaine. Et le mec, on voit sa tête, parce qu'aux États-Unis d'abord ça se dit pas ce genre de conneries. Les États-Unis ont une culture du work alcoolique. Parce qu'en fait, c'est leur façon à eux d'être égalitaires. Vous savez, en France, si vous êtes plus riche que les autres, vous êtes un salaud. Et c'est notre façon à nous d'être égalitaires. C'est que tu as l'argent et tu as un connard. Bon, ça équilibre. Donc, bon, toi, tu n'as pas d'argent, mais tu as un mec bien. Bon, ça équilibre aussi, quoi. À l'inverse, les Américains, ils équilibrent en disant work hard, make a lot of money. Donc, tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont un discours aux États-Unis comme quoi ils ont travaillé plus que tout le monde, donc ils l'ont mérité cet argent. C'est un discours du mérite. Alors, si vous avez l'homme le plus riche du monde qui vient vous dire ouais, bah, moi je travaille 20 heures par semaine, je fais du yoga, je bois des smoothies, je prends soin de moi.
Là, d'un seul coup, le logiciel ne tourne plus. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit voilà, moi dans ma jeunesse, j'ai travaillé plus que tout le monde parce qu'il fallait. Maintenant que, enfin, ce serait quand même con de continuer à travailler si vous êtes l'homme le plus riche du monde. Enfin, sinon, ça sert à quoi d'avoir fait tout ça? Et c'était d'un bon sens, évidemment, un truc. C'est la grande blague d'Elon Musk dans le genre work alcoolique. Elon Musk se pose là. Elon Musk adore raconter à tout le monde qu'il travaille et il dit ouais, je dors dans mon usine et tout. Et puis il y avait un journaliste qui avait traqué son jet privé et il passait 7 semaines à Hawaï. Et en fait, ces petites guerres, mais enfin, c'est un gamin quoi. Il y a un côté quand on change de stade, en général, il faut changer de nature. Alors je sais pas comment eux, ils ont changé de nature, ils ont travaillé sur eux-mêmes, etc. Mais il s'avère que souvent, la meilleure façon de changer de nature, c'est de faire autre chose. Et de laisser quelqu'un d'autre venir faire ce qu'il a besoin de faire. Dis-moi. Après, je pense aussi, ces mecs-là, en fait, ils travaillent aussi beaucoup de façon informelle. Enfin, tu n'as pas besoin d'être au bureau pour travailler. Non, non, quand t'es à Hawaï en jet avec ta meuf, même quand t'es Elon Musk, mais oui, évidemment. Mais faut arrêter. En plus, enfin, j'allais dire, non, je vais pas dire ce que je vais dire. Euh, mais en fait, je la connais l'histoire parce que les Californiens sont, j'ai vécu 3 ans en Californie. Les Californiens sont les plus gros bullshitters du monde là-dessus. Les mecs adorent dire qu'ils travaillent, ils travaillent et tout. Tu vas dans n'importe quelle start-up le vendredi à 17h, il n'y a plus personne. Ils sont tous à Tao, je sais pas quoi, Redwood, ils sont en train de faire de l'escalade, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dur, c'est juste qu'en fait, personne ne peut travailler 90 heures par semaine, 10 ans de suite. Personne. Ça n'existe pas. Et de façon productive, ouais. Et en fait, le storytelling ne s'arrête jamais quand tu es dans ces positions-là. Tu as besoin de... Et encore une fois, les Américains sont en train de découvrir le pouvoir du storytelling des inégalités. Bernie Sanders, AOC qui dit sur scène, on ne gagne pas 1 milliard, on le vole. Et les Américains applaudissent. Moi je vois ça, je me dis putain les gars, la France. Alors si vous voulez une leçon ou deux sur comment gérer ce genre de problème, vous m'appelez. Oui, c'est génial, mais parce que dans l'histoire, tu finis toujours par avoir un retour de balancier. Ils ont été trop loin dans un extrême. Le héros des années 80, c'était Trump. Maintenant, c'est leur président. Les mecs, ils se disent, alors, qu'est-ce qui est le plus éloigné de Trump? Un Français. Et, et puis, ils vont voir Bernie Sanders. Bernie Sanders, il a l'air de sortir d'un film de l'URSS des années 70. En disant, ah, je vais vous prendre votre appart. Et ça, c'est la primaire démocrate américaine. Enfin, c'est hors du commun, quoi. Et d'ailleurs, les gens qui disent que le réel ne dépasse pas la fiction, je ne sais pas de quoi ils parlent. Hein. Parce que là, en ce moment, aux US, toutes les semaines, c'est pire que la semaine d'avant, quoi. Et le problème de ces storytelling, c'est qu'après, tu es piégé. Si tu expliques à tout le monde que tu as mérité ce que tu as parce que tu travailles plus dur que les autres, bah, tu n'as pas le droit de t'arrêter de travailler. C'est le drame des fondateurs de Google. Les fondateurs de Google font tout depuis 10 ans pour sortir par la fenêtre, discrètement, parce qu'ils ont découvert le kitesurf et l'amour. Mais ça doit être dur. Enfin, et je vois bien comment ils sont jugés. Parce qu'en fait, il y a un côté genre, ah ouais, mais en fait, t'as fait tout ça pour l'argent. En fait, c'est pas pour changer le monde. T'as pas vraiment changé le monde. Google X, c'est un échec. Elles sont où les voitures autonomes? Et après, on commence à rendre ces gens-là responsables de choses où ils n'ont rien demandé. Parce que vraiment, Sergey Brin, quand il a fait Google X, qu'il a dit qu'il allait fight the cancer, et il rate, ça marche pas. Parce que vraiment, c'est légitime d'aller le voir et lui dire ah, t'es un connard, ça marche pas. Moi, je trouve que les gens en manquent d'empathie. C'est quand même un mec qui a essayé, en mettant 3 milliards sur la table, de battre le cancer. Et Wired fait une pleine page sur ta gueule en disant les échecs de Sergey Brin. Tu te dis, frère, t'as fait quoi? T'as écrit un article, toi. Donc il y a un côté, dérangeant. Mais c'est le jeu, c'est normal. Enfin, c'est le prix que tu payes pour avoir le droit d'avoir ce que tu fais, quoi. Mais donc, c'est pour ça que quand on est entrepreneur, il faut se mettre dans cette intensité et pas perdre de vue que cette intensité, elle peut pas durer toute sa vie, quoi. Ça, c'est... ouais. Ouais. Oui, alors... je vais te le faire autrement.
Non, je vais te le faire autrement. Il y a 5 piliers dans la vie, ok? Donc, tu as ton travail, tes amours, tes amis, ta famille et tes loisirs. Comment? Ok? T'en choisis 2. Point. Donc, tu peux avoir travail et amis, tu peux avoir travail et amour, tu peux avoir travail et loisirs, tu peux avoir travail et famille, tu peux avoir amis et famille. Tu peux faire en sorte que tes amis deviennent ta famille. C'est une autre forme d'amitié. Mais amis, ouais, c'est distinct, ouais. Bah oui. Bah, tous les gens qui ont des enfants le savent que c'est distinct. C'est- je sais pas ce que tu fais avec tes enfants alors. Euh, donc, c'est très très dur à un moment donné dans ta vie d'en avoir plus de 2 intensément. C'est pas possible. Tu dois faire des choix. Donc je te dis pas que avoir un mono-choix c'est sain, mais en avoir plus de 2, à mon avis, c'est très très compliqué de faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, quoi. Bien sûr. Oui, oui. C'est pas toute la vie. Exactement. Ouais, ouais. C'est pour ça que et c'est pour ça qu'il faut être intense, parce que ça évite de diluer le temps. Si tu comment? Aux femmes? Ouais, mais vous êtes dans la merde, ça, c'est sûr. Ça vous partez de beaucoup plus loin, hein, ça. Bénis les dieux que je sois tombé du bon côté de la balance. Ouais. Hum. Non. L'intensité, ça vient de la contrainte. Quand tu compresses le temps, l'intensité apparaît, c'est tout. C'est facile. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Être intense, personne ne naît intense. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui naissent intenses. Disons que c'est pas parce que des gens naissent intenses que ça ne s'apprend pas d'être intense. C'est sans doute la phrase la plus précise possible. En réduisant ton temps. C'est tout bête. Si tes deadlines sont hyper restreintes, ça crée des sentiments d'urgence et de panique. Et il faut des deadlines. D'ailleurs, par exemple, le pouvoir de la contrainte sociale est hors du commun. Annoncer des trucs invraisemblables dans des délais très courts, c'est le meilleur moyen de se forcer à faire des choses, quoi. Ça crée une énergie, en fait. Puis le pouvoir de la honte, tout ça, c'est des bons moteurs, en fait. Hein. Faut pas hésiter. Hein. D'ailleurs, quand vous êtes entrepreneur, faut pas hésiter à aller chercher les pires émotions. Hein. C'est des bons moteurs, en général, les pires émotions. La colère, l'envie, la jalousie. Il y a des gens qui font des trucs incroyables par envie. Hein. Par ego. D'ailleurs, c'est pour ça que les très grands entrepreneurs sont des collections qu'on pourrait envoyer en hôpital psychiatrique. Hein. Enfin, c'est parce que ça aide, en fait. Ça distord la réalité de trucs. Après, bon, je ne vous souhaite pas d'être malheureux, mais bon, ça aide d'aller chercher très profondément en soi, quoi. Alors, dernier petit point, et après, on passe au truc. Dernier truc que je vois comme différence à mon échelle. Je sais même plus comment le dire. J'ai l'impression que c'est une bataille que je vais finir par abandonner. Mais on va dire que 90% des meufs qui nous pitchent à The Family veulent sauver le monde. Alors je sais plus comment expliquer que sauver le monde c'est une affaire de riches et pas de pauvres. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que tout le monde a envie de se dire qu'à son échelle il peut faire un truc. Non, c'est dur. Vous pouvez peut-être faire un truc, mais il faut choisir. Il y a un moment donné, si vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre que sauver le monde, c'est très antagoniste avec le fait d'être entrepreneur. Je sais que certains entrepreneurs qui sont niveau 99 dans le jeu vidéo de l'entrepreneuriat, qui savent plus quoi faire de leur argent, jouent au jeu de sauver le monde. Mais avant de devenir Bill Gates, il faut vendre des logiciels pourris à tout le monde. Je veux dire, Bill Gates, il peut se racheter une image, faire ce qu'il veut, avoir un documentaire Netflix sur sa gueule. Il n'empêche, ce mec nous a fait Windows.
Ok, donc c'est c'est l'élément de base. Et faites quelque chose qui a d'abord un impact financier avant d'essayer d'avoir un impact social, environnemental, etc. Alors je comprends le besoin, je ne vous dis pas d'aller mettre du pétrole dans l'eau et de pisser dehors, quoi. Enfin, quand je dis ça, les gens se disent eh ben alors je fais quoi, je brûle tout. Bah oui, bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit, c'est tout simplement qu'il faut éviter de vous rajouter des complexités inutiles au début de votre projet. Vous avez déjà assez à faire de rendre un client heureux. Maintenant, si vous regardez d'un point de vue neutre, sur les 50 dernières années, les gens qui ont le plus changé le monde sont déjà des gens qui ont créé de la valeur économique, donné du travail et permis à des gens d'acquérir leur dignité. On est tous les enfants de l'émergence de la classe moyenne, et l'émergence de la classe moyenne, elle vient du fait qu'on a tous bénéficié d'entreprises qui ont créé de la valeur dans des pays en paix et dans des situations. Alors après, si vous voulez aller sauver le monde, je ne sais pas, allez travailler à l'ONU, faites de la politique, ou faites des choses qui sont liées à ça. Mais allez vous raconter l'histoire qu'en faisant un coffee shop, vous pouvez faire un truc hyper compliqué qui reverse de l'argent à je ne sais pas qui, et qui crée un discours de marque complètement tarabiscoté, ça c'est le meilleur moyen d'aller nulle part. Et c'est pour ça qu'à peu près toutes les entreprises d'économie sociale, solidaire et je sais pas quoi, elles finissent mal. C'est parce que c'est trop compliqué. L'entrepreneuriat, c'est un client, un prix, je vends. Et vous devez vendre quelque chose qui a de la valeur pour les gens immédiatement. Si c'est des valeurs dérivées, compliquées, qui ont un impact à 200 ans, ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous êtes dans un marché ouvert, où vous serez toujours en concurrence contre quelqu'un de plus cynique que vous. Donc faites gaffe à ne pas être simplement des victimes du cynisme des autres, quoi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'ajuster en cours d'évolution ou c'est quelque chose qu'on doit penser dès le départ? Alors, ça c'est très personnel comme opinion. Moi je pense que quand ton storytelling est toi-même et qu'il n'y a pas de distance et que tu es transparent, en général tu vis plus heureux. Alors quand tu t'es piégé, d'ailleurs il y a des grandes histoires de pièges dramatiques. Vous savez ce mec-là qui a fait croire à tout le monde qu'il était médecin et il a fini par buter sa femme, ses enfants et tout le monde. Ben, ça c'est un cas typique d'entrepreneuriat. Non mais c'est vrai. Mais c'est exactement ce que vivent, avec des conséquences moins dramatiques, 80% des entrepreneurs qui racontent à leurs compagnons ou à leurs compagnes que les choses marchent. C'est parce que en fait, regardez, je vais vous raconter une histoire très personnelle, l'histoire de mon frère. Mon frère est marié à une femme qui n'a jamais bossé. Okay, toujours gagné de l'argent, toujours une vie au-dessus de ses moyens. Mon frère a toujours très très bien gagné sa vie. Donc, il a une femme en gros dont les deux passions dans la vie, c'est faire du shopping et passer du temps avec ses amis, grosso modo. Et c'est deux passions qui coûtent cher. Parce qu'une fois que tu as acheté toutes les catégories d'un vêtement, il faut changer de catégorie. Donc, puis en plus, il faut gérer. Puis il y a des nouvelles copines. Puis elles adorent manger. Enfin, donc, tout ça, ça compound. Mon frère a commencé à avoir des problèmes perso. Si mon frère avait eu le moindre courage, il aurait été voir sa femme en disant écoute, il y a un problème. La vie qu'on a eue, c'est pas la vie qu'on aura. Je ne sais pas comment faire. Et ben, au lieu de faire ça, il s'est dit ça va aller, ça va être truc. Ça s'est bien passé au boulot. Oui, ça s'est bien passé. Et ben oui, ben je continue à dépenser de l'argent si ça se passe bien. Et puis un jour, quand il est endetté, surendetté et qu'il est vraiment il est au bout du bout, il dit à sa femme tu m'as pas aidé. Moi j'ai dit à mon frère t'es un connard. Tu lui as jamais rien dit et tu lui reproches de pas t'aider. Enfin il y a un moment, les trucs de ce genre-là, c'est si tu n'es pas transparent, évidemment que les gens autour de toi ont une attitude bizarre. Et ça c'est le cas à peu près de tous les entrepreneurs qui mentent. Par exemple, on a des entrepreneurs de family qui ont vendu leur boîte avec des beaux articles de presse, etc. Ils ont vendu leur boîte 1 euro. Tout le monde croit qu'ils sont riches. Donc qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, ils se font pitcher par des mecs pour investir dans leur projet. Bah oui, ils sont riches. J'ai lu dans TechCrunch que tu avais vendu ta boîte. Et au bout de 2 ans, ils finissent dans quel état, ces mecs? Pendant 2 ans, ils expliquent à tout le monde qu'ils n'investissent pas parce qu'ils sont hyper picky dans leur stratégie d'investissement. Ça finit par se voir.
Il y a un moment, tu dis, non mais attends, si personne n'est assez bien pour toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est parce qu'en fait, ce genre d'histoire crée un décalage entre ce que tu racontes et ce que tu vis. Et ce mec-là qui a raconté qu'il était médecin, bah, il a fini par buter tout le monde parce que c'était la meilleure façon pour lui de sortir de cette histoire. Et alors, c'est évidemment un cas extrême. C'est le père d'Alice qui l'a expertisé. Et le père d'Alice vous dit, c'est un mec tout à fait normal. Ça fait réfléchir. C'est juste un mec tout à fait normal qui a eu un fusible qui a sauté. Donc si un mec tout à fait normal qui a un fusible qui peut sauter, peut tuer sa femme, ses gosses, ses beaux-parents et le chien, tu te dis, bah, peut-être que quand tu es entrepreneur, ça vaut juste le coup de dire, ouais, ça marche pas, mais c'est pas grave, demain ça marchera. Et vous imaginez pas à quel point c'est libérateur. Quand vous simplement exprimez le fait que les choses ne marchent pas, c'est pas. Et alors ça veut pas dire que vous racontez pas une histoire quand vous montez sur scène et que vous dites que ça cartonne, mais créez un cercle de confiance dans lequel vous pouvez être vous-même. C'est vraiment la chose la plus importante. Ouais. Mais ça, c'est dur. Le problème, c'est que le storytelling qu'on donne en public, c'est sa famille qui l'achète en premier. Regardez, à chaque fois qu'un article de presse est écrit sur vous, qui le lit en premier? C'est vos proches. Hein. Donc justement, c'est pour ça que ça demande énormément de discipline d'aller les voir et leur dire c'est de la connerie. En plus, en leur expliquant que les journalistes n'y comprennent rien, qu'ils écrivent n'importe quoi. C'est dur hein, de se dire que la presse... moi, ça m'a rendu complotiste d'être entrepreneur. Mais c'est vrai, je vois toute la journée des entrepreneurs raconter n'importe quoi à des journalistes. Et les journalistes l'écrire. Vous dites si le mec, Jojo le Clodo, qui a la start-up bidule, il arrive à manipuler le monde, mais il se passe quoi quand vous êtes le gouvernement russe? Enfin, c'est faux. Il y avait une question, ouais. Ouais, il faut aller vite. Très vite. Vas-y, c'est quoi ton produit? Ah, j'ai rien compris. Ouais. Pour réinventer les enfants, d'accord. D'accord. Ouais. T'es en train de me dire que tu peux pas faire un patch en une journée? Bah, oublie. Oublie. Si t'arrives pas à faire un patch thermocollant en une journée, alors que moi je peux le faire, oublie quoi. Bah, comment ça, comment tu fais? Tu t'achètes un kit de patch, tu dessines dessus et tu le colles. Parce que le problème, c'est que toi, tu as une mauvaise définition de ton patch. Tu veux que ton patch thermocollant il soit magnifique, avec un rendu incroyable, etc. Mais si ton truc intéressait vraiment les gens, même dans sa version en bois, ce serait intéressant. Regarde l'Apple II. C'est en bois, ça ressemble à rien. Ils en ont vendu 1500. Si toi, tu n'es pas capable de vendre 10 thermopatchs collants faits dans la journée n'importe comment, bah, tu n'en vendras pas 1000 quand ils seront mieux. Et c'est cette réalité que les gens ne veulent pas faire face. Les gens croient qu'il y a une relation entre la vente et la qualité du produit. Il n'existe aucune relation entre la vente et la qualité d'un produit. Aucune. Sinon, on ne passerait pas notre vie à acheter des produits de merde. Mais tout le monde s'en fout. Parce que quand tu achètes ton patch, tu sais d'avance comment il va coller. Donc tu es en train de me dire que l'acte... Mais il va bien coller une journée. Tu es en train de me dire qu'il va même pas coller une journée. Eh ben c'est génial. Déjà le bonheur d'une journée d'un vêtement réinventé. Ouais, exactement. Il faut vendre de la merde. Et si vous n'êtes pas capable de vendre de la merde, oubliez ce jeu. Parce que tout commence par vendre de la merde. La première version d'un objet est forcément merdique. Et si vous n'êtes pas capable de la vendre, oubliez. Parce que c'est un problème d'ego. Si vous dites, ah mon Dieu, moi je ne peux pas vendre de la merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, vous êtes trop bien pour ça? Si vous êtes trop bien pour ça, les gars, oubliez l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas. Parce que vous êtes obligé de commencer comme ça. Mais c'est pas un respect du client. Le respect du client, c'est...
Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Il y a 6 milliards de personnes sur Terre. T'es en train de me dire, oh mon Dieu, alors j'ai perdu 3 personnes, c'est fini. Je suis fait, ma réputation est finie. Non, je suis en train de te dire que tous les jours, tu devrais faire mieux que la veille, jusqu'au jour où les gens reviennent. Et si leur argent te permet d'atteindre le point qui te permet de justement faire quelque chose qui fait que les gens reviennent, t'as gagné. Si ça coûte de décevoir 400 personnes pour avoir 2 millions de personnes heureuses, t'es en train de me dire que tu veux pas décevoir 400 personnes? Ben voilà. Mais c'est ça le point. Le point, c'est que tu es obligé d'avoir cette dose de cynisme qui te fait dire que les premiers clients sont forcément des pigeons. Ouais, ben justement. Ils ont déjà la chance d'être proches de toi. Tu veux pas qu'ils aient des bons produits en plus? Ben oui. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Quand j'étais petit, ma mère me racontait toujours une histoire pour dire la différence entre le Liban et la France. Elle me disait, tu vois, les gens en France, ils n'ont pas le sens business. Parce que quand quelqu'un ouvre une boutique, les amis et la famille viennent demander des réducs. Quand tu es au Liban et que tu ouvres une boutique, tout le monde vient payer plus cher que ça coûte pour t'aider. Comment? Oui, mais c'est un truc français. Tu grattes. Ça, c'est des trucs culturels. Donc, de toute façon, étant donné que de toute façon ils vont gratter, autant les décevoir. Mais je sais que c'est dur à entendre. Je comprends. Mais maintenant, regardez. Je vous demande pas de voir le monde tel que vous avez envie de le voir. Je vous demande de regarder le monde tel qu'il est. Regardez autour de vous tous les produits qui sont. Regardez le nombre de fois où vous avez acheté quelque chose de décevant et que ça continue à cartonner. Regardez le nombre de fois. Ce qui compte, c'est d'avancer. Et alors, évidemment, il y a une interview de Steve Jobs, il faudrait que je la retrouve, où Steve Jobs parle de ça. Il dit que la leçon la plus dure qu'il a dû prendre en tant qu'entrepreneur, c'est de comprendre qu'il faisait des beaux produits, non pas pour les clients, mais pour son ego. Et que lui, personnellement, ne pouvait pas se regarder dans la glace s'il n'était pas fier de son produit. Mais la meilleure leçon business qu'il ait prise, c'est de comprendre qu'il n'y avait aucune conséquence à la qualité du produit sur la vente du produit. Et que chez Apple, ils faisaient des beaux produits pour eux, pour être fiers, parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose. Mais qu'ils savaient que c'était un coût au même titre que leur loisir. Et que c'était un cost qu'ils payaient pour être heureux. Tu vas au théâtre pour être heureux, ça ne va pas aider ton business, mais ça va peut-être te nourrir pour être un meilleur entrepreneur. Et ben, faire un bon produit, c'est dans la même catégorie qu'aller au théâtre, au cinéma et au resto. C'est que c'est quelque chose que tu fais pour toi-même, pour te sentir bien. Et c'est pour ça qu'il arrive à Apple de faire des produits pourris et de survivre. Regarde le clavier du dernier MacBook Pro. C'est une cata. Apple n'est pas mort. Hein. Et Apple ne va pas mourir. Mais non, mais c'est encore pire. T'as moins de chances. Apple a plus de chances de mourir avec un mauvais clavier que toi. Parce que Apple est gros et tout le monde les déteste. Donc quand ils font une erreur, tout le monde leur tombe dessus. Alors que toi, personne ne sait que tu existes. Et c'est une force incroyable en fait. Donc tu peux y aller. Hein. Enfin, je veux dire. Et c'est même pas malveillant. C'est juste que, eh ben oui, quand tu fais un truc en une journée, bah, c'est pas parfait. Je sais plus comment ça s'appelle, ton patch collant, là, je sais pas quoi. Forcément, qu'il va avoir une gueule pas terrible. Mais les gens peuvent s'enthousiasmer pour quelque chose de pas terrible si le concept leur plaît vraiment. Et à chaque version, la qualité est meilleure. Ouais. Vas-y. Pourquoi? Pourquoi pas storytelling? Non, faut pas storyteller, c'est proche, mais le storytelling, c'est tout. Alors si moi je te dis pas de storytelling, c'est limite vexant. Va pas répéter ça dans la rue, ma street cred là. Donc non, storytelling. En fait, justement, ce que je te dis, bah oui, au début tu n'as bien. L'entrepreneuriat démarre par l'histoire. C'est une mauvaise histoire, je pense. Je pense que l'histoire Je veux changer le monde, c'est une histoire qui est très 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 dure à vendre. Parce qu'en fait, c'est un concept. En fait, je pense que les histoires dont les concepts ne sont pas mesurables
rendent déprimé. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, moi, si je prends tous mes amis qui ont été travailler dans des ONG, ils sont tous devenus banquiers cyniques. Mais c'est vrai, hein. Mais tu vas travailler 5 ans en Afrique, tu reviens, tu vends du pétrole toxique, hein. Enfin, tu te dis, mais pourquoi faire? Le monde... demandez ce que Benjamin Griveaux veut faire. Allez, je sais qu'il y avait une dernière question, oui, et après on arrête. C'est très pragmatique de vendre son produit en une journée, en tout cas en fin de journée. Et justement, on n'a pas le temps d'installer une société ligne, on n'a pas le temps de... Si, t'as une journée. Mais comment, enfin, je veux dire, Bah, en une journée. Il existe forcément une version que tu as fait une journée. Ce que je te dis, regarde, je vais te le dessiner autrement. Ça, c'est ton temps. Ok? Ça, c'est des journées. Imaginons que dans ce temps-là, tu peux produire quelque chose qui a une qualité Q. Ok? Maintenant, imagine que tous les jours, tu produises un truc là. Q1, Q2, Q3, Q4, machin. À ton avis, en passant tout ce temps à produire un truc, ou tout ce temps à produire 20 trucs, à ce moment-là, lequel des deux est de meilleure qualité? C'est les 20 trucs. Et c'est pour ça que c'est le pouvoir de la feuille blanche. C'est un pouvoir extraordinaire de refaire plusieurs fois la même chose. Regarde, dis-toi que tous les jours, tu fais le même dessin. Et ben, ce dessin sera d'une bien meilleure qualité au bout d'un an que si tu te dis, je vais mettre un an à dessiner un truc. Mais bien sûr que si, mais tu te fous de ma gueule. moi, je crois que j'ai 1000 vidéos en ligne ou 1500 vidéos en ligne. Je pense que j'ai à peu près dit tout et son contraire dedans. Est-ce que tu crois vraiment déjà que tout le monde regarde toutes les vidéos? Mais ça va pas. Moi, en général, je me méfie des gens qui... Non, mais attendez, les gars, il y en a trop. Non, mais... C'est très mauvais, ça. Donc déjà, personne de sain d'esprit regarde toutes les vidéos. parce que c'est pas possible. Il y a un moment, mais tu te rends compte, c'est-à-dire qu'on a passé 3000 heures ensemble. 3000 heures. Ouais, ça fait quand même beaucoup de temps. donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Personne te reprochera jamais d'avoir changé d'avis. Personne. C'est un truc de... Et il faut faire attention, vous n'êtes pas des hommes politiques. Enfin, les hommes politiques, ils se font agresser sur des trucs qu'ils ont dit il y a 10 ans. On leur sort la vidéo, on dit ah, machin, mais c'est parce que c'est de bonne guerre. Enfin, les gens qui votent pour eux s'en foutent. Tu crois vraiment que les gens qui votent pour Trump se disent ah, il y a 10 ans, il a dit qu'il avait agressé sexuellement une femme, je vais pas voter pour lui? Tu votes pour Trump, tu as d'autres problèmes. Par contre, les gens qui votent pas pour Trump disent ah, tu vois, j'avais raison. Les critiques, ça sert pas à convaincre les gens qui t'aiment de plus t'aimer. Les critiques, ça sert à ce que les gens qui t'aiment pas aient une bonne raison de continuer à pas t'aimer. Donc, t'as ton temps. Hein, enfin, tu voulais dire? Ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais tout le temps. Mais tout le temps. Mais rien. Ouais. Ouais. Mais rien du tout. Je lui dis que j'ai changé d'avis. Et donc? Non, mais je dis aux journalistes, et donc? Tu vois, et les mecs en général, ils sont comme des cons, quoi. Mais c'est même pas, en plus, oui, tu le présentes comme un désamorçage, mais c'est même plus profond que ça. C'est vraiment, si tu t'en fous, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Imagine, il y a quelqu'un qui a écrit un article une fois comme ça sur moi. Il a dit, ouais, alors Oussama, elle a dit, ah, et puis truc, et ça. Le mec, il a fait aucun clic sur son article. Qu'est-ce que les gens, ils en ont à foutre? Je veux dire, les gens qui consomment mes vidéos, d'abord, ils le savent que des fois, je change d'avis, puisqu'ils m'aiment, donc ils me connaissent. Et puis après, s'ils me connaissent pas, et que tu me connais pas, et tu vois cet article, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Il y a un gros qui, dans une vidéo, a dit ça, après, il a dit ça. Et alors? Genre, tu passes à autre chose dans ta vie. Genre, il n'y a que du point de vue des journalistes pour croire que les gens, ça les intéresse. Les gens, ça les intéresse pas. Et parce que profondément, on n'a pas de temps dans une journée. Est-ce que vraiment... Regarde Carlos Ghosn. Prenons cet exemple. Qui a entendu parler de lui dans les 4 dernières semaines? Mais non, personne. Mais où ça?
Il s'est enfui, ça a fait le grand padaboum. Ouais, ouais, c'était il y a 8 semaines qu'il s'est enfui. Mais mais il n'y a rien du tout. Mais les gars, tout le monde s'en fout. Ok. Tu veux que je te le prouve en live? Regarde, je vais te le prouver en live. Il n'y a rien de mieux que l'effet. La seule chose qui pourrait sauver Carlos Ghosn, c'est qu'il montre une photo de sa bite. Là, à part ça, voilà. Non mais d'accord. Mais regardez, combien il y a. Regardez, il y a eu un article. Là. Regardez, on passe du 12 au 21 janvier. Non mais il y a le coronavirus aussi. Et donc vous voyez, le coronavirus a pris la place de Carlos Ghosn. Est-ce que Benjamin Griveaux est plus important que le coronavirus? Je sais pas. Je pense qu'il y a qu'à Paris qu'on parle de Benjamin Griveaux. Non, mais tout ça pour dire en fait que les choses, ça passe super vite. Moi, il y a eu un article sur l'Express très méchant sur moi. J'en ai entendu parler 15 jours et après, les gens... alors de temps en temps, ça ressort, tu vois, mais parce que tu as des échos comme dans un séisme. Mais bon... alors... quand tu arrives à un stade où ça commence à te faire mal, c'est que quand même, mine de rien, tu es quand même une sacrée personnalité. Pour qu'on écrive des trucs sur toi qui font mal, c'est que les mecs sont quand même très motivés pour t'atteindre. Et donc, ça veut quand même dire que tu as quand même une masse de succès en face qui compense le mal. Tu vois, même Benjamin Griveaux, il a quand même eu beaucoup d'avantages à sa vie avant d'en arriver là, quoi. Donc, je dis pas que ça doit pas être terrible ce qu'il vit. Toute l'empathie du monde pour lui, franchement... Comment? J'aurais fait ça? Déjà, moi, j'aurais pas fait de politique parce que j'ai trop fait ça. Donc, tu vois, on arrête, quoi. Mais le truc, c'est que il faut pas avoir peur de ce genre de choses tant que t'es pas dans la position où ça peut t'arriver. Le bon exemple, c'est que moi, tous les entrepreneurs me disent, je peux pas faire ça parce que j'ai une marque. Par exemple, tout le monde dit qu'il a une marque. Quel est le stade à partir duquel vous avez vraiment une marque? Par exemple, The Family, moi je trouve qu'on n'a même pas de marque. Mais non. Bah, tu sors de notre microcosme, tu dis The Family. Et d'ailleurs, je le vois en ce moment dans un truc très drôle. Vous connaissez le pianiste Sofiane Pamar? Non? C'est un pianiste qui commence à monter et qui est un entrepreneur de The Family. Et en ce moment, il donne plein d'interviews, France 2, TF1, etc. Donc dans des médias très mainstream. Et à chaque fois, on lui pose la question, alors qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre carrière, etc. Et alors comme c'est un amour, il dit The Family. Et 100% des journalistes comprennent qu'il parle de sa mère. Et ça donne un nombre de quiproquos invraisemblable. Et le mec, il me dit, frère, je vais arrêter de parler de toi. C'est trop gênant, parce que ça donne vraiment des moments gênants sur le plateau. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? The Family, ça m'a beaucoup apporté sur l'entrepreneuriat. Ah bon, vos parents sont entrepreneurs? Non, pas du tout, mes parents sont pas entrepreneurs. Mais je parlais de The Family. Et comme c'est en direct, etc., ça donne tu vois, des passages comme ça. Parce qu'en fait, avoir une marque, c'est atteindre un... Coca, c'est une marque. Coca, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Tu es le responsable de la marque Coca, à mon avis, tu dors pas bien la nuit. Tu te dis, nouveau slogan, qu'est-ce que les gens... En plus, tu dois t'imaginer que tout le monde va twister ce que tu veux dire, comment tu veux le dire. Enfin, c'était très, très, très fragile. Mais avant d'en arriver à ce stade-là, en tant que start-up, tu as du temps. Hein. Bah, ouais. Regarde l'impact sur les ventes du slip français. Zéro, ça a monté. Il y a plein de gens qui connaissaient pas le... Il y a plein de gens qui connaissaient pas le slip français, ils connaissent maintenant. Comment? Bah, soit tu existes, soit tu n'existes pas, et avant d'exister, il se passe beaucoup de chance. Non mais, les gens disent je lance une marque, de la même façon que quand tu dis je lance une entreprise, les gens s'attendent pas à ce que tu diriges Total. Le langage est fait d'abus pour te donner de l'optimisme. Et c'est la fonction même du langage, c'est comme ça. Mais c'est toi après de pas y croire. Moi, ce qui me gêne, c'est tous ces entrepreneurs qui y croient qu'ils ont une marque. Si tu dis je lance une marque de fringues, bah oui, c'est cool. Mais si tu crois vraiment que tu es Zadig et Voltaire au bout de 2 ans,
et que tu peux plus prendre de risques et que tu peux plus rien faire. Par exemple, et après, de toute façon, les bons entrepreneurs sont incroyablement frais là-dessus. Vous voyez Tajine Banane? Bah, regardez mais comment elle s'en bat les couilles. C'est un truc. Elle est, mais il y a des polémiques tous les jours, des machins, des trucs. Elle en a rien à faire. Elle avance. Elle fait un vêtement pour que les femmes puissent donner le sein plus facilement. Mais tu rigoles, des femmes qui montent leur sein en allaitant, ça fait polémique? C'est la question que tu poses. Tu vis dans quel patelin de haute montagne? Non mais les gens pour être emmerdants, ils sont emmerdants. Enfin, il y a même des articles qui expliquent qu'à cause d'elle, qu'est-ce que c'était d'un article dans Closer ou je sais pas quoi, que en fait, à cause de Tajine Banane, les femmes vont allaiter les enfants plus longtemps et que donc c'est un truc pervers parce que les gamins vont garder le sein de leur mère dans la bouche plus longtemps. Comment? Mais elle balaye rien du tout. Ben oui, mais donc ça change rien. C'est pour vendre des t-shirts qu'elle fait ça. Merci beaucoup. Au revoir.